Super, et ben, bonsoir à tous, bienvenue au webinaire de ce soir qui va de nouveau traiter des CV et des books, mais plus pour les jeunes diplômés et les archis vraiment juniors. Là, on va s'adresser plutôt aux architectes, on va dire, entre 5 et 20 ans d'expérience, quoi. Voilà, et on va essayer, comme la dernière fois. Pardon, Marie ? Et plus, pourquoi pas. Et plus aussi, oui, effectivement. Mais bon, après, il y a aussi d'autres subtilités qui peuvent être mises en œuvre pour les vraiment seniors, mais voilà. Donc, pour faire une petite présentation avant de démarrer, moi, je suis Laetitia, je suis architecte, consultante RH, du coup, au pôle architecture chez Archibat. Je vais présenter ce webinaire accompagnée de Marie-Pierre, qui est architecte et directrice associée, qui, elle, va vous traiter plutôt des questions de CV et moi des books. Et puis, avec nous aussi ce soir, on a Dominique, architecte et directrice associée, qui va avoir le rôle de modératrice pour tout ce qui est questions-réponses. D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite, si vous avez envie de poser des questions pendant le webinaire, à les poser en bas de l'écran dans le Q&R. On ne va pas faire les réponses au tac tout au long de la présentation parce qu'on va perdre le fil et on ne va pas s'y retrouver. Donc, on va les traiter en fin de webinaire et c'est Dominique qui va les traiter et qui nous les posera à la fin. Si jamais vous avez un problème de chat ou un problème technique, pardon, pas de chat, mais un problème technique, c'est via le chat qu'il faut poser votre question pour que ça puisse être résolu. Pour info, pour ce webinaire, on a mis en place un tirage au sort. Donc, tous ceux qui sont présents, qui ont répondu oui pour participer sur le formulaire d'inscription, seront éligibles pour gagner un point parcours avec moi ou un autre consultant de chez Archibat. Le tirage au sort, il va se faire en fin de semaine et on vous contactera par mail, pour ceux qui auront tiré le gros lot, entre guillemets. Donc là, je voulais aussi vous parler un petit peu d'Archibat, de la structure. C'est 30 ans d'expérience. C'est 30 ans d'expérience dans le recrutement pour les agences d'architecture et les architectes. C'est étendu depuis un certain nombre d'années à l'ensemble des métiers de la construction. Et je dirais que notre point fort, quand même, c'est qu'en interne, on est tous soit architectes d'intérieur, on est formés aux ressources humaines. Enfin, voilà, on est vraiment dans le cœur de métier. Donc, grâce à notre recul, on arrive vraiment à suivre l'évolution du recrutement au plus près. Et c'est ce qui nous permet de vous aider, vous, et les agences à trouver le bon archi ou la bonne agence pour de belles collaborations. Je voulais aussi vous parler très rapidement du contexte économique qui en ce moment n'est pas simple, même si on sent qu'il y a une reprise, qu'il y a de plus en plus de postes à pourvoir. On se rend quand même bien compte que on est toujours en ce moment sur les mêmes types de profils, malheureusement, des chefs de projet, en général 5-10 ans d'expérience et des grilles de salaire qui sont pas forcément celles qu'elles ont pu être. Et donc, je sais qu'en ce moment, le contexte est très délicat. Et d'autant plus, il faut vraiment verrouiller sa candidature. Et c'est pour ça qu'on tenait à faire un deuxième webinaire pour les archis un peu plus capés sur les sujets du CV et du book, qui est quand même votre première carte de visite quand vous candidatez auprès des agences. Donc, là, on va attendre un petit peu parce que il y en a qui ne sont pas forcément encore connectés, qui peuvent avoir des petits problèmes techniques. Donc, on va patienter les 5 petites minutes réglementaires en attendant tout le monde. J'en profite juste pour faire un petit coucou perso à Julien, qui se reconnaîtra et qui est là ce soir avec nous. On commence à être pas mal, on est quand même 161 participants, donc tout doucement, ça arrive. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier d'être là, de nous suivre et surtout
nous faire confiance dans ce long process qui est la recherche d'emploi et qui, dans le milieu de l'architecture, n'est pas forcément évident, surtout en ce moment. Donc, on attend encore un petit peu. Profitez-en pour bien brancher vos écouteurs, régler le son et l'image. Comme je le disais, s'il y en a qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à poser vos questions sur je le rappelle un petit peu, sur le QR qui est en bas de votre écran. On traitera donc les questions à la fin. C'est Dominique qui va les trier et qui va nous les poser. Je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui arrive. Merci pour tous les bonjours que je vois défiler sur la conversation. C'est très sympa. Je suis désolée si je ne reconnais pas forcément tout le monde. Des fois, il y a des diminutifs, juste les prénoms. Donc, bon, pas évident. En tout cas, à ceux qui m'ont déjà eu au téléphone ou que je connais, je leur souhaite un bon bonjour. Et puis, on va encore patienter un petit peu. Parce que je vois que là, ça défile. Là. Il y a du monde qui se connecte. Donc, on va essayer que tout le monde puisse être là dès le départ. Comme je vous le disais, on va organiser cette présentation en 2 temps. Donc, il va y avoir un premier temps sur le CV qui va être traité par Marie. Et puis, un deuxième temps sur le book donc, qui sera traité par moi-même. Et à la fin, les questions-réponses. Pour ceux qui n'étaient pas forcément là au tout début, je rappelle aussi qu'on a mis en place... merci à ceux qui m'ont dit bonjour personnellement. Bonjour à JBD et Nacha de Rennes. Je voulais dire qu'on avait mis en place un tirage au sort donc, pour avoir un point parcours personnalisé avec l'un d'entre nous. Et la réponse de ce tirage au sort, elle vous sera transmise en fin de semaine par email. Donc, voilà, cette semaine, ce n'est pas la peine de nous envoyer... c'est pas la peine de nous envoyer des mails, de nous appeler pour savoir où ça en est. Voilà, on vous tient au courant. Bonjour à Santos. Eh bien, écoutez, j'ai eu le feu vert. Bonjour Marcella. Ravie de vous voir ce soir. Enfin, de vous voir peut-être pas, mais en tout cas de savoir que vous êtes là ce soir. Donc, allez, c'est parti. On y va. On lance. Marie, à toi la parole pour le CV. Bonjour, bonjour. Merci d'être là aussi nombreux et sympathiques. Donc, le premier sujet de ce soir, ça va porter donc, sur la rédaction d'un CV, un bon CV, et plus particulièrement, lorsqu'on a un parcours d'architecte déjà assez confirmé, c'est-à-dire à partir de 5 ans d'expérience. Alors, il y a toutes les bonnes années de 5 à effectivement 15-20 ans d'expérience, ça sera peut-être le plus facile. Au-delà, c'est effectivement peut-être une autre problématique. On l'abordera peut-être éventuellement plus tôt dans les questions, si certains d'entre vous sont intéressés par ces aspects-là. Mais là, on va rester sans doute plutôt sur une expérience forte, mais moyenne. Alors, un architecte junior, on avait une problématique de peut-être pas assez d'expérience. Là, maintenant qu'on est en confirmé, c'est un peu l'inverse. On va avoir éventuellement une richesse d'expérience et peut-être même parfois trop. Donc, on va avoir un travail de sélection. Donc, pour aboutir à un CV de qualité, il va falloir travailler à la fois sur le fond et sur la forme. Donc, sur le fond, ça va être un travail de réflexion et de sélection. Et ensuite, pour la forme, c'est surtout un travail sur la lisibilité. Donc, il y a, pour construire votre CV, au départ, c'est vraiment une composition stratégique. Donc, ça va demander une part de réflexion auparavant. C'est évidemment pas un roman fleuve, c'est pas vraiment la description de tout votre parcours professionnel comme ça, sans filtre. Et ça peut être long et inutile, donc c'est pas ça. C'est pas non plus juste des listes. On a parfois des listes d'expérience, des listes de projets, des listes d'employeurs. Donc, c'est quelque chose qui va être une composition, c'est un petit peu plus élaboré. Alors,
Donc, c'est le résultat d'une réflexion, d'une sélection et d'une composition. Et l'objectif, en réalité, c'est vraiment que votre CV corresponde à un poste. Donc, ça peut être un poste spécifique parce que l'on répond à une annonce. Ça peut être un poste plus générique parce qu'on est sur une candidature spontanée. Mais dans les deux cas, il faut bien comprendre le poste et il faut vraisemblablement un peu l'analyser en termes de compétences. Les compétences dans un poste, je vais vous donner quelques petits exemples pour des architectes. Donc, ça peut être quel type de projet, typologie de programme, quelle phase, quels outils vous avez eu à utiliser, quel type de compétences techniques, des compétences managériales, d'organisation, de coordination, de représentation d'agence. Donc, toutes ces compétences-là, il faut y avoir pensé quand on analyse le poste. Et ensuite, le but va être, dans votre parcours, de sélectionner des expériences dans lesquelles ces expériences-là ont été mises en œuvre. Donc, c'est réfléchir sur le poste, réfléchir aussi sur votre parcours et faire une sélection pour que les choses concordent. Et ensuite, on fera la mise en valeur, la mise en avant, justement, de ces expériences dans un CV recomposé. Ce qui veut dire que, effectivement, on peut avoir plusieurs CV. La question a été posée par les participants auparavant. On peut avoir plusieurs CV, c'est même parfois obligatoire. Il y a également des expériences qui vont peut-être disparaître ou apparaître de façon très succincte. Elles seront succinctement mentionnées parce qu'on est sur une sélection. Pensez que effectivement votre CV se fait en synergie avec le portfolio et ils vont se compléter, se répondre. Donc, il y a des expériences que vous renforcerez aussi par le portfolio. Alors, on va commencer par voir succinctement la structure du CV. Vous savez que dans un CV, il y a forcément de grandes parties. On va rester la plupart du temps assez classique parce que maintenant, alors pas trop encore en architecture, mais ça vient, vous pouvez avoir des CV analysés par des outils, par des robots. Et donc, à ce moment-là, il faut quand même garder une structure assez classique. Donc, j'énumère, mais vous les voyez sur le slide, les différentes parties. Information personnelle, compétences principales et savoir-faire. Ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre vraiment en exergue. Ensuite, votre formation. Votre formation, il faut la synthétiser. Il ne faut pas mentionner, tant que vous êtes un architecte confirmé, vous ne mettez plus trop votre bac ou votre DEFA ou des choses comme ça. Vous restez sur les expériences, sur les formations, votre diplôme, et puis d'autres formations, mais qui pourraient vraiment apporter des compétences supplémentaires. C'est vrai que si vous avez une formation en urbain, évidemment, vous la mettez, ou même en menuiserie, ou je ne sais quoi, vous pouvez la mettre. Mais il faut que ça apporte quelque chose. Ensuite, on reviendra ultérieurement, bien sûr, sur le bloc des expériences. L'expérience professionnelle, ça, c'est quand même le gros du CV, on va en reparler après. Les outils, alors les logiciels, les langues, ça reste quand même très, très important. Il faudra faire un pavé bien visible aussi pour ça. Et puis, quelque chose qui est vos passions, vos engagements, ce qu'on appelait avant peut-être les hobbies ou les activités extra-professionnelles. On y reviendra également par la suite. Donc, ces différentes parties, on va les structurer. Il faut que ça saute bien aux yeux. Il faut que dès le premier regard, quand même, le lecteur comprenne comment fonctionne votre CV et où il va trouver l'information qu'il recherche. L'information étant en général vos compétences. Cette structure, elle peut être renforcée par le graphisme. Alors, j'en profite pour vous donner également quelques critères quantitatifs et pratiques, parce qu'il faut que vous pensiez toujours à la facilité d'utilisation pour le lecteur, la facilité d'utilisation et d'accès. Ça veut dire, par exemple, qu'il ne faut pas un CV trop lourd, trop long. Donc, en principe, même pour quelqu'un de confirmé, 2 pages, ça peut suffire si on sélectionne bien, justement. Si on
ne mets pas tout en vrac. Normalement, 2 pages, ça suffit. Peut-être 3 pages dans certains cas. Après, effectivement, il y a quand même une question de parcours, mais en principe, 2 pages, vous pouvez y arriver. Bon, alors, format portrait, peut-être plutôt. Mais bon, là aussi, vous pouvez avoir, on a posé la question, comment montrer sa personnalité au travers du CV. Bon, j'y reviendrai après, mais bon, le format portrait, pourquoi pas. C'est un petit peu risqué pour la facilité de lecture. Mais enfin. En tout cas, du PDF, ça c'est une certitude. Pas de CV fait avec Photoshop, c'est trop lourd, c'est pas analysable justement par les outils. Donc, il faut vraiment rester sur du PDF issu d'un logiciel de texte si possible. Un poids léger, hein, quelques centaines de kilos maximum. On voit parfois des CV dont on se demande pourquoi ils sont si lourds. Bon. Un CV peut-être à part du portfolio quand même. Maintenant, on reçoit pas mal de CV portfolio, tout en un. Bon, après, on est souvent obligé de l'extraire parce qu'on veut juste le CV. Donc, peut-être que faites un CV hors du portfolio. Vous verrez ici un exemple d'un CV, une structure de CV. Alors, elle est très classique, celle-là, hein, mais c'était juste pour bon, voilà, vous montrer. C'est un faux CV, bien entendu. Hein. Tous les CV que vous allez voir là, ce sont évidemment des CV qu'on a fabriqués nous-mêmes pour enfin, qui sont libres de tout droit. Donc, vous voyez notamment cette petite mise en exergue des compétences. Bon, là, on a. C'est très simple, hein, c'est quelques mots, c'est quelques lignes. Là, les logiciels ont été mis là. C'est une option, pourquoi pas. Et ensuite, vous voyez le détail aussi des expériences. Alors, le premier pavé d'informations que l'on trouve dans un CV, ce sont vos informations personnelles, donc des informations soit d'état civil ou de contact. Alors, il y a celles qui sont évidemment obligatoires, nom et prénom. Bon, ça, c'est facile. Et puis, email et numéro de téléphone, c'est évidemment, voilà, regardez, relisez-vous, faites pas de boulettes. On a eu parfois des faux numéros. Ensuite, tout le reste est un peu optionnel. Alors, l'adresse, bon, il a été pensé que c'était un possible objet de discrimination. Bon, là, pour tout ce genre de choses, c'est un peu une question de comment vous ressentez la chose. Moi, je trouve que l'adresse, ça peut vraiment être utile, particulièrement si vous envoyez votre CV à un cabinet de recrutement, parce que nous, on veut toujours vous rapprocher de votre lieu de travail, donc c'est quand même un élément de contexte intéressant. Pareil, si vous faites une candidature à une agence qui est près de chez vous, surtout laisser l'adresse, c'est toujours un argument très apprécié. Donc, vraiment, il y a des cas de figure où l'adresse est un plus, mais bon, c'est vrai qu'on la voit de moins en moins. Hein, voilà. Moi, j'aime bien parce que tout ce qui va vers un peu la transparence, j'aime bien. Mais bon, faites comme vous le sentez. De même que l'âge ou la date de naissance. Là, c'est selon votre envie, votre ressenti, c'est pas du tout obligatoire. Ça, c'est certain. Personne maintenant ne vous le reprochera. Après, de toute façon, on l'a déduit de votre date de diplôme ou même de votre parcours. Hein. Donc, bon. Alors, pour les personnes très seniors, au-delà de 55 ans, etc., je dirais, en principe, on ne la met pas. Mais n'allez surtout pas jusqu'à faire un CV sans aucune date en se disant, oh là là, je ne veux pas. Non, votre âge, de toute façon, on peut le trouver, et puis ce n'est pas une honte, et on est encore très bon à travailler à tout âge, hein, donc, et de plus en plus. Donc, bon, vous pouvez quand même ne pas la mettre si, de façon à laisser sa chance à l'expérience. Si on tombe sur quelqu'un qui a un esprit un peu qui ne veut vraiment pas de gens seniors, mais enfin. On peut mettre aussi la nationalité, pareil, c'est uniquement si c'est un plus, donc ça peut être un plus parce que vous avez un parcours
ou une histoire internationale, des langues, à ce moment-là, vous pouvez la mettre. Sinon, ce n'est jamais obligatoire. Ensuite, donc, sélectionner et organiser ces expériences. Donc là, on est vraiment dans l'aspect le plus délicat. C'est vraiment ça qu'il faut réussir. Alors, on voit d'abord les différents modes d'organisation. Non, Laetitia, on revient à la fois d'avant. Excuse-moi. Pardon. Voilà, très bien. Donc, on peut avoir, et c'est ce que l'on conseille en général, attends, Laetitia, La fois d'après. je suis à oui, au 9. C'est ça. Donc, on peut avoir un ordre antéchronologique. Donc, ça, l'avantage, c'est qu'on voit quand même votre histoire, votre parcours, mais évidemment, en dernier, vos expériences les plus récentes, donc normalement les plus marquantes, les plus intéressantes, celles où vous avez aussi eu le maximum de responsabilité. Bon, donc ça, c'est le classique. Après, étant des architectes confirmés, vous pouvez aussi éventuellement classer par type de programme, c'est-à-dire toutes mes expériences en logement, et ici toutes mes expériences en hospitalier, et ici toutes mes expériences en bureau. Mais quand même, il faut qu'on puisse reconstituer un parcours. Donc, soit vous le mettez à un autre endroit, soit vous mettez bien des dates quand même un peu partout. C'est très important de pouvoir reconstituer votre histoire et votre parcours, même si vous classez par type de programme. Classer par type de programme, ça peut amener de la clarté. Ça permet aussi de mettre en avant, justement, certaines expériences. Si vous répondez à un poste ou dans une agence qui fait beaucoup de logements, bah, voilà, ça peut être une bonne solution. Vous pouvez également classer, alors on a mis là par thème, c'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui a été salarié et qui a été libéral. Donc, ou quelqu'un qui a fait de l'architecture et de l'urbanisme. Vous voyez, bon, vraiment des parties de carrière un petit peu qui ont pu être en simultané ou l'une après l'autre. Mais bon, donc ça peut être une solution aussi pour être plus lisible et pour que l'information soit accessible rapidement à celui qui vous lit. Alors, donc, slide suivant. Mettre en valeur son savoir-faire. Donc, la première chose à faire était donc, et ça, normalement, c'est un travail un peu préalable au CV, à avoir réfléchi aux expériences nécessaires qui sont demandées pour le poste que vous visez et réfléchi aussi à quel moment dans votre parcours vous avez acquis ces expériences-là. Donc, ça peut être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit des types de projets, des tailles de projets, la taille d'agence, les phases, s'il faut du chantier ou pas, les logiciels, des types de compétences techniques ou autres. Donc, il faut déjà que vous les ayez repérés. Et ensuite, vous allez sélectionner et mettre en avant, c'est-à-dire donner plus de détails, plus de poids aux expériences dans lesquelles vous avez acquis ces compétences-là. Donc, vous pouvez du coup préciser ou noter ces expériences à plusieurs endroits dans le CV. Vous pouvez les mettre justement dans la partie en exergue, en haut, avant la formation. Là, vous pouvez détailler que vous avez travaillé sur tant d'opérations de bureau, ou fait des tours, ou je ne sais quoi, quelque chose d'un petit peu particulier. Vous pouvez le mettre au début de chaque expérience, quand vous allez citer donc l'agence, donc son nom, les dates, votre rôle à vous. Et là, à ce moment-là, vous pouvez aussi détailler un petit peu votre rôle et les expériences que vous avez eues. Et enfin, vous pouvez les mettre dans chaque projet. Quand vous allez détailler pour chaque expérience d'agence, vous allez citer vos meilleurs projets, sans doute là,
pas tous, pas forcément tous non plus. Et là, vous allez remettre aussi des compétences bien identifiées, dont vous savez qu'elles seront utiles pour le poste visé. Vous les remettez aussi là. Donc, au final, pour chaque expérience, donc pour chaque agence dans laquelle vous avez travaillé, vous mettez bien le nom de l'agence, la ville, les dates en année ou en année et mois, votre rôle à vous. Et vous essayez d'avoir bien mis en valeur toutes sortes de compétences à travers cette rédaction, en rapport avec le poste. J'en profite pour reparler là des logiciels. Donc, même pour des architectes confirmés, même si vous êtes chef de projet, directeur de projet, c'est quand même important, c'est un peu une info incontournable. Donc, citez les logiciels que vous maîtrisez et essayez de trouver un petit système pour montrer un niveau. Donc, ça peut être des astuces graphiques, un petit curseur ou des choses comme ça. Bon, voilà. Il faut quand même que vous ayez mis ça. Alors, on va parler maintenant de ce qui est vos passions et engagements. Ça, c'est une partie qui reste également optionnelle, disons. Bon, si vous avez vraiment eu des activités extra-professionnelles, des engagements qui apportent des compétences particulières à nouveau, des compétences réutilisables dans un monde professionnel ou quelque chose qui vous a beaucoup marqué ou qui a été vraiment important, mettez-le. Si vous n'avez rien de particulier, franchement, peut-être ne vaut-il mieux rien mettre que juste je fais de la cuisine, des voyages et de la lecture. Il faut vraiment que ça apporte quand même quelque chose en termes professionnels. Ensuite, ce qu'on a appelé design pour le CV, c'est toute la mise en page et le design. Alors, comme là, nous sommes sur des CV d'architectes, il est sûr que tout le monde maîtrise un peu des logiciels de design. Donc, la tentation peut être forte de faire quelque chose de assez fort et assez personnalisé. Bon, ce qui est bien, mais il faut quand même là-dessus rester toujours prudent. Le CV, c'est quelque chose qui doit être très professionnel. En même temps, on veut que ça soit un peu le reflet de votre personnalité, c'est sûr, mais il faut rester mesuré là-dedans, vraiment très mesuré. Ça peut être une bonne chose, mais il faut vraiment suivre certaines règles qu'on va voir ensemble. Donc, gardez toujours bien présent à l'esprit que s'il y a un design particulier, il doit vraiment être au service de la lisibilité de la structure, parce qu'en moyenne, on passe très peu de temps à regarder un CV, ça peut être quelques 6-10 secondes, et on enchaîne après sur le suivant. Donc, il faut vraiment que ça soit très clair. Il vaut mieux que ça soit très clair que très percutant, en fait. Voilà. Si on doit choisir entre les deux. Donc, lisibilité des infos les plus stratégiques, pensez à vos compétences en bonne coordination avec le poste visé. Il faut qu'elles sautent aux yeux, celles-là. Alors, il y a ce petit aspect aussi de je voudrais que mon CV soit bien mémorisé. Bon, ok, mais soyez très prudents. Voilà. Alors, quelques règles de base. Une bonne lisibilité à l'écran. Donc, n'employez pas des polices trop petites. Il ne faut vraiment pas qu'on ait à zoomer. Pas de polices trop petites ou pas de polices bizarres qui sont peu lisibles. Il faut qu'on puisse vraiment imprimer aussi votre CV. Ça se fait encore. Ça veut dire pas de fond noir ou pas de gros aplats de couleur foncée. Et bien sûr, pensez toujours au format, évitez les formats trop lourds. Attention aussi, si vous vous lancez dans un design, une composition graphique
bon, trop riche ou trop particulière. Là, on va assez vite renoncer à aller au fond. On va se dire, oh là là, non, j'ai mal aux yeux. Et c'est vraiment un risque. Et optimiser l'espace aussi. Alors, c'est vrai qu'on veut parfois, les blancs, ça peut être très beau dans un texte. Donc, on voit des CV où il y a beaucoup de blancs et du coup, il fait 4 pages parce qu'on a manqué des bonnes informations. Donc, essayez quand même de concentrer. Hein, essayez quand même de concentrer tout en restant clair. Donc, l'objet de la partie design, c'est peut-être d'arriver à ça. Voilà 2 exemples de CV bien ratés. Alors, c'est des CV, c'est des faux CV, hein. Mais vous pouvez voir là que ça soit à gauche ou à droite, évidemment, bon, c'est rigolo, mais franchement, ça loupe la cible, hein, parce qu'il y a à peu près toutes les fautes. Hein. Voilà. Bon, alors, sur celui de droite, par exemple, il y a blanc et noir et on ne sait même pas quelle a pu être l'intention là. Hein. Donc, ne faites pas de choses trop arbitraires. Il faut toujours penser que ça doit être au service de quelque chose à votre graphisme. Ici, ceux-là sont beaucoup… déjà, c'est notre version un peu plus positive. Donc, c'est très… bon, désolé, hein, ils sont en anglais parce qu'on voulait des choses sur Google libre de droit. Mais on voit bien qu'ils sont très lisibles. Pourtant, c'est des gens qui ont plus de 5 ans d'expérience. Hein. Bon… il y a une partition verticale et ensuite les différentes parties sont assez explicites, on voit tout de suite. Alors, bon, évidemment, hein, ce n'est pas non plus des gens qui ont 30 ans d'expérience, mais on identifie vite les choses. Alors, pour la photo, bon, alors ça, c'est aussi vraiment le résultat d'un choix personnel, puisque ça peut être aussi, ça a été considéré comme possible cause de discrimination. Donc, vous faites là selon vos convictions. Je pense que la plupart des lecteurs apprécient une bonne photo. Moi, en tout cas, je trouve ça formidable parce que ça permet de véhiculer certaines valeurs. Hein, et puis, ça humanise le CV, ça le rend plus personnel, ça montre aussi une transparence, une confiance en soi. Mais bon, s'il n'y a pas de photo, aucun problème. Aucun problème, on ne va jamais juger là-dessus. C'est juste un petit plus si vous le sentez et que vous pouvez, parce que vous voyez une photo, ça permet de montrer un peu de vivacité, un esprit positif, donner envie de vous rencontrer, être aimable, être bienveillant. Alors, par contre, si c'est pour nous mettre une photo vraiment à l'inverse de ça, voir une photo de passeport où on est comme ça, complètement figé, là, ça n'apporte rien. Ce qu'on veut voir, évidemment, à travers la photo, c'est la personnalité, hein, ce n'est pas votre physique. Voilà. Donc, bon, en conclusion, faites comme bon vous semble, mais tout le monde peut, en travaillant un peu, mettre, je pense, une photo qui va le servir. Alors, évidemment, hein, très professionnel. Là, vous voyez une photo de vacances, non. Hein. Ni la photo de mariage avec le nœud papillon, hein. Ni la photo sur le chantier avec le casque de travers. Hein. Donc, voilà, restez quand même dans un mode professionnel. Pas trop grand aussi. On voit parfois des photos, ça occupe vraiment le quart de la page. Bon, ça fait un peu égo surdimensionné. Donc, bon, parfois, on voit des très belles photos. Bon, très belles photos faites par des très bons photographes. Pourquoi pas, si vous maîtrisez extrêmement bien. Mais bon, essayez toujours d'être un petit peu mesuré et professionnel. Aussi, si vous avez un bon coup de crayon, on a vu parfois des choses assez sympas en croquis. Mais il faut vraiment que ça soit très bon. Alors, écoutez, là, moi, j'ai un peu fini mon premier exposé, mais j'imagine, bien entendu, je n'ai pas parlé de tout et j'ai peut-être… Donc, il y aura les questions après et on va essayer de compléter en deuxième partie en répondant à vos questions. En conclusion de ma partie là sur le CV, je voudrais juste vous redire
de bien quand même réfléchir en amont, analyser le poste, analyser le poste que vous voulez occuper aussi, si vous faites des candidatures spontanées. Sélectionnez bien et soyez hyper lisible. Voilà. Le CV, c'est vraiment un extrait de vous. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un avatar, mais c'est quand même quelque chose qui vous représente. Donc, ça demande vraiment du soin. Donc, je confirme qu'on peut vraiment avoir plusieurs versions du CV quand on a beaucoup d'expertise. Et il faut penser à les faire évoluer régulièrement. Voilà. Alors, on est donc là sur des CV d'architectes. Évidemment, de nos jours, il n'y a pratiquement plus de CV sans l'envoi d'un portfolio qui va avec. Donc, voilà, sur cet aspect du portfolio, je vais maintenant laisser la parole à Laetitia et on se retrouve après. Merci Marie. Donc oui, pour accompagner le CV, en tout cas pour des postes en agence d'architecture, évidemment, il y a toujours un book qui accompagne et franchement, quel que soit le niveau d'expérience. Là, c'est même plus une question de très confirmé, pas confirmé, junior, peu importe. Il y a un book qui doit être présent. Évidemment, il ne sera pas structuré de la même façon, on n'y mettra pas forcément les mêmes infos, mais c'est une obligation de l'envoyer avec le CV. Donc, moi, je vais aborder plusieurs points qui me paraissent importants ce soir. Comme dit Marie, on n'a pas le temps de balayer tous les sujets, mais on essaye de faire au mieux dans un temps donné pour que vous ayez une bonne vision de qu'est-ce que c'est qu'une candidature jugée réussie. Donc, on va traiter plusieurs points. Donc, il va y avoir le book numérique versus papier, la présentation du book, les informations à inclure et les annexes du book, parce que c'est quelque chose que vous ne faites pas assez souvent, mais qui n'en reste pas moins un document très intéressant et qui peut vraiment bien compléter le CV et le book. Donc, le book, bien évidemment, attention, ce n'est pas un catalogue d'images. Je ne feuillette pas un catalogue de mobilier ou d'appartements que je vais potentiellement acheter. Je feuillette des documents qui représentent vos compétences, qui représentent ce que vous savez faire, ce que vous pouvez apporter à une agence et surtout qui mettent en valeur aussi pas seulement vos capacités à dessiner, je dirais, des documents d'architecture, mais aussi à mettre en avant vos qualités de mise en page, d'esthétique, voilà, tout ça, ça nous donne vraiment une vision globale de comment vous serez apte, pas seulement à dessiner un projet, mais aussi à le présenter et à l'expliquer. Le book, quand on a plus de 5 ans d'expérience, clairement, il s'adresse à un employeur, il ne s'adresse plus à un enseignant. Donc, on attend de vous des documents pro, les documents étudiants, les projets étudiants. On peut en mettre quelques-uns, mais c'est 1, 2 grand max. Et dans les 1, 2, généralement, il y a le PFE parce que c'est un de vos projets personnels les plus aboutis par rapport aux études. Mais bien évidemment, c'est une question de pertinence. Voilà, c'est si vous sentez que ce projet étudiant peut éventuellement apporter quelque chose par rapport à votre candidature sur un poste, sur les missions du poste ou par rapport au sujet que traite une agence. Mais c'est vraiment si ça a de la pertinence. Sinon, ça n'a plus aucun intérêt. C'est un book, c'est vraiment mettre en valeur, comme je vous disais, vos compétences, mais vos compétences en conception, mais aussi vos compétences techniques. Donc, il y a un moment donné, on n'est plus simple gratteur, on ne va pas venir vous chercher juste pour vos capacités Revit, Archicad, InDesign, Rhinoceros et je ne sais quoi d'autre. On va aussi venir vous chercher pour qu'est-ce que vous savez apporter comme valeur ajoutée dans une agence en tant qu'architecte. Je veux dire, à la base, vous avez un diplôme d'architecte d'État. Donc, sur le book, il y a 2 façons de faire parce que on est passé au 2.0 depuis un bon moment. Et donc, il y a le book papier, évidemment, qui existe
toujours. Et il y a le book numérique qui est clairement une dominante et qui prend le pas sur le book papier. Je dirais que le book papier, il est franchement intéressant à amener en entretien. Maintenant, quand vous postulez sur des postes, vous voyez bien que tout se fait par mail, que tout se fait par voie dématérialisée, un serveur ou autre. Donc, bon, clairement, il faut avoir une version PDF et bien faite parce que c'est ça que vous allez transmettre. L'avantage du book numérique qu'on fait généralement sur InDesign, parce que c'est quand même le meilleur moyen de le faire évoluer, de pouvoir le moduler à sa guise. Et puis surtout, ça permet de maîtriser tout un tas de paramètres au niveau du poids, de la taille, de la résolution des documents, de la transformation des documents au fur et à mesure des années, etc. Ce qui est important, donc comme le disait Marie pour le CV, idem pour le book, il faut qu'il reste modulable et évolutif. Il faut vraiment le mettre à jour au fur et à mesure de vos expériences. N'attendez pas 10 ans dans une même agence pour vous réveiller et vous dire « Ah, il faut que je fasse mon book ». Parce que là, clairement, ça devient compliqué, on n'a pas pris les bons documents, on ne se souvient plus du projet qu'on a fait, etc. Donc, la compilation, elle se fait franchement au fur et à mesure de vos expériences dans les agences. Ça, c'est vraiment un point hyper important. Et vous verrez que ça vous rendra service quand vous chercherez des documents, quand vous ferez évoluer ce book. Il faut évidemment respecter certaines règles. Le poids, c'est maximum 10 mégas. L'idéal, c'est 5 parce que certaines agences verrouillent le poids des pièces jointes qu'elles peuvent recevoir. Après, si vraiment vous n'arrivez pas à faire autrement et que vous perdez trop en qualité, en résolution ou que vous n'arrivez pas à mettre, parce que bon, il y en a qui vont avoir 20 ans, 25 ans, 30 ans d'expérience, bon, même si normalement on est censé cibler, ça peut arriver que ce soit assez lourd pour X raisons. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à faire des liens WeTransfer, Dropbox ou autre, mais alors, par contre, faites une vérif du temps d'affichage à l'écran. Parce que combien de liens on reçoit, et moi je suis 5 minutes devant la première page du book, en attendant qu'elle s'affiche, j'ai le temps d'aller me faire dicter. Donc ça, c'est pas possible. Ça, il faut vraiment que, ok, le book il est lourd, mais il faut que le temps d'affichage il soit correct. Donc, c'est quelques secondes par page. C'est pas 1 minute ou 2 par page. Ça, c'est pas possible. On n'a pas le temps. Les agences n'ont pas le temps. Donc, c'est comme pour le CV. Hein, c'est la lecture, elle va vite. Hein, surtout en ce moment où vous êtes très nombreux à chercher des postes en agence. Il faut vraiment qu'il y ait une rapidité de lecture pour nous, recruteurs et les directeurs d'agences d'archi. Donc, ça, c'est un point. La longueur du book, c'est 15-20 pages. Franchement, au-delà de 20 pages, c'est long. On est content des fois d'avoir des books hyper complets. On se dit c'est génial, il y a plein de documents et tout. Donc des fois, pourquoi pas. Mais bon, il faut juste avoir en tête qu'on n'ira pas forcément au bout. Donc essayez de mettre les projets les plus pertinents en premier et les plus, entre guillemets, catastrophiques à la fin. Parce que généralement, au-delà de 20 pages, on ne va pas forcément au bout, ou tout du moins, on va regarder ça en diagonale. Pour les books consultables en ligne, parce que ça se fait aussi, et franchement, c'est pas si mal. Des fois, je trouve ça très bien aussi, de juste cliquer sur un lien, avoir le book qui s'affiche en plein écran, c'est parfait. Par contre, c'est pareil. C'est comme quand on envoie un gros book avec un lien ou pas, c'est qu'il faut vérifier que l'affichage ne prenne pas des heures. Donc, vérifiez ça sur des ordis un peu moins performants parce que des fois, on peut ouvrir les books sur un petit ordi chez soi le soir parce que tel directeur d'agence vient de finir une charrette, qu'il n'avait pas envie de rester à l'agence pour regarder, il va l'ouvrir sur son petit iPad ou un truc comme ça. Donc, il faut vraiment vérifier, là encore, le temps d'affichage. Et surtout, s'il vous plaît, pas de plateforme où il faut s'inscrire, pas de plateforme avec des codes d'accès. Il faut vraiment que ce soit simple d'utilisation. Il clique sur le lien, ça s'affiche. Et ça marche vraiment très bien. En entretien, le book numérique, vous pouvez très bien le présenter sur une tablette, sur un ordinateur portable, c'est aucun souci, mais alors c'est minimum 13 pouces l'écran, parce qu'en dessous, on a eu beaucoup de retours d'agences qui nous disent que c'est vraiment très compliqué d'avoir une vision un peu globale de l'expérience et de ce qui est présenté dans le book quand on est sur des trop petits écrans.
Surtout, jamais de clé USB en entretien. D'un, parce que la salle, elle peut ne pas être équipée d'ordi. Et de deux, pour des questions tout simplement de virus. Et ça, vous pouvez être sûr que les agences n'apprécieront pas forcément que vous veniez avec une clé. En général, ce qu'on conseille et l'idéal, c'est vraiment un book papier parce que, malgré tout, ok, le numérique, mais le papier, ça reste quand même la façon vraiment la plus agréable et celle qui nous donne une lisibilité le plus vraiment généraliste de votre book parce qu'on peut feuilleter, rabattre une page, en mettre deux en exergue. Enfin voilà, c'est vraiment... je trouve que le book papier en entretien, ça a quand même vraiment encore tout son sens. Après, évidemment, vous pouvez toujours amener un ordi portable à côté ou autre pour des zooms ou des choses comme ça. Voilà, ça, c'est pas... Je veux dire, ça peut fonctionner ensemble sans aucun problème. L'essentiel, c'est que les infos, elles y soient, c'est que la structure, elle nous permette de retrouver les infos sur toutes les pages très rapidement et c'est vraiment ça qu'on veut voir. Au niveau de la présentation, comme je vous le disais, sans document, il n'y a pas de book. Donc, en agence, régulièrement, on finit un projet, on finit une phase, on récupère les documents. On récupère notamment les documents qu'on a dessinés, pas l'énorme plan masse de je ne sais combien d'hectares sur lequel vous avez mis 3 arbres. Ça n'a pas spécialement d'intérêt, sauf pour remettre le projet dans son contexte, mais c'est pas ça qu'on voudra voir en gros dans votre book. C'est ce que vous avez dessiné, c'est ce que vous êtes capable de faire, c'est les détails que vous maîtrisez, c'est quand vous faites de la conception, quelle recherche volumétrique, d'organigrammes ou autres de matériaux que vous avez pu faire. C'est vraiment vos compétences personnelles qui nous importent. Évidemment, je sais, dans beaucoup d'agences, il y a des confidentialités à respecter, soit parce que le projet il vient d'être rendu pour un concours, il n'y a pas encore eu les résultats, ce n'est pas encore publié, soit parce que ça peut être des typologies de projets qui nécessitent une certaine confidentialité, des banques, des prisons, voire même des fois sur les hôpitaux aussi. Bon, ça se comprend. Dans ce cas-là, il faut respecter. On est bien d'accord. On ne communique pas à tort et à travers sur des projets qui sont confidentiels. Mais je vous invite à faire quand même une page dans votre book et au moins à mettre les données de projet. Vous savez, par exemple, je ne sais pas, les mètres carrés, le programme, si vous pouvez l'évoquer, des choses comme ça. Et après, essayez de vous arranger avec éventuellement avec votre employeur, voir s'il n'y a pas un ou deux documents que vous pouvez présenter s'il est au courant que vous souhaitez partir. Sinon, vous pouvez aussi opter pour des extraits qui ne permettent pas de juger le projet dans son contexte, mais là, je vous invite quand même à la prudence aussi, faut faire attention à ça. Après, souvent, la confidentialité, elle est là pour que vous ne transmettiez pas ces projets par email ou autre, pour que ça ne tourne pas entre toutes les agences d'archi. Donc, là aussi, vous pouvez mettre une page dans votre book quand vous envoyez votre candidature, comme quoi le projet est confidentiel, mais que vous pourrez peut-être présenter un ou deux documents au moment de l'entretien, mais qu'évidemment, vous ne laisserez pas à disposition de l'agence. Ensuite, pour appréhender un projet, les images, c'est important. Je ne dis pas de ne pas en mettre. On est bien d'accord, une ou deux images, c'est intéressant parce qu'on a une vision de l'esthétique du projet, de sa matérialité, éventuellement de certains concepts qui sont peut-être très dominants et dont on se rend mieux compte quand on les visualise. Mais auprès des agences, il va surtout falloir mettre en évidence vos compétences opérationnelles. Donc, n'hésitez pas à mettre tout ce qui est carnet de détail, extrait de carnet de détail, un plan masse, une élévation, enfin voilà, vraiment des documents d'architecte. Vous avez fait une étude de faisabilité, une étude de capacité, ça aussi, c'est très intéressant aussi. Il ne faut pas hésiter à le mettre, des schémas, des axonaux, enfin voilà. Faut vraiment avoir quand vous avez une expérience un peu polyvalente, en tout cas, il faut vraiment essayer d'avoir un panel. Si vous êtes un peu spécialisé pro DCE, si vous êtes spécialisé concours esquisse, bien évidemment, vous allez sortir vous allez mettre dans votre book des documents qui sont en rapport avec ces phases-là. On est bien d'accord. La diversité, comme je vous le disais, elle est importante, mais du coup, la diversité des phases aussi. La spécialisation, ça peut être une force sur certains
type de poste, si vous souhaitez rester dans votre domaine, si vous avez une agence dans laquelle vous postulez qui, je sais pas, qui ne fait que du logement, bah, bien évidemment, dans votre book, vous allez cibler que du logement. Le book, c'est pas le catalogue. On met pas tous ses projets de toute sa vie dans le book. On cible, hein, comme pour le CV, c'est pareil. Si vous postulez sur du logement, vous allez cibler des projets de logement. Si vous postulez sur de l'hôtellerie de luxe, vous allez essayer de cibler des projets similaires ou qui s'apparentent, ou tout du moins qui ont une même échelle, ou une même attention portée aux détails, limite presque architecture d'intérieur. Enfin voilà, faut vraiment... faut vraiment viser là, hein. Quand on a beaucoup d'années d'expérience, il faut viser. Il y a le chantier, évidemment, c'est un domaine, vous en faites pour beaucoup. C'est important de ne pas l'omettre. Que vous ayez fait de la conformité architecturale ou de la vraie DET, d'ailleurs, si je puis me permettre un petit aparté, soyez très clair là-dessus, hein, sur cette expérience en chantier. Parce que combien on voit passer de candidatures, que ce soit dans le CV ou dans le book, suivi de chantier. Alors, suivi de chantier, ça ne veut rien dire. On peut avoir tout fait, on peut avoir rien fait. Donc, c'est vraiment important, même pour le chantier, de développer vos missions, même si vous, ça vous paraît évident. L'employeur, ce n'est pas le cas. Il n'était pas avec vous, il n'était pas dans l'agence, il n'était pas sur le chantier. Donc, vraiment, faites attention à ça. Donc, que ce soit la conformité archi, que ce soit les visas, que ce soit la DET, vous pouvez très bien mettre ça dans votre book sans aucun problème. C'est des photos, c'est un extrait de visa de plan que vous avez pu faire, un plan de synthèse, une mise au point de détails sur site. Vous êtes allé faire votre visite de chantier, vous vous rendez compte que ça ne va pas, vous mettez au point en direct le détail, vous reprenez une photo. Enfin, votre chantier, il faut le documenter en fait au fur et à mesure. N'hésitez pas à prendre des photos quand vous y allez, à prendre des photos en réunion sur un extrait de plan. Enfin voilà, pour avoir vraiment des documents à montrer qui vont vous permettre de discuter sur qu'est-ce que vous avez fait durant ce chantier, qu'est-ce que vous avez résolu ou pas, de quelle façon. C'est ça, le chantier, ça se met sans aucun problème dans un book. Pour la présentation, il y a une grosse importance aussi au niveau de la charte graphique. Comme pour le CV, on a l'œil qui a des habitudes de lecture en fait. Donc quand on commence à lire 1, 2, 3 pages, on s'attend à retrouver les infos au même endroit sur les pages suivantes. Donc essayez d'avoir une charte sobre, sans trop de fioritures. Essayez vraiment de nous aider à cerner rapidement les informations qui nous intéressent et qui, je me répète, hein, de toute façon, je vais faire que ça, me répéter là-dessus, mettre en avant vos compétences, ce que vous savez faire. C'est vraiment hyper important, mais sans tomber dans la fiche de projet rigide, l'agence qui fait ses fiches de référence pour un appel d'offres, quoi. On n'est pas là-dedans. Hein. Voilà, qu'on soit bien clair. L'organisation du book, elle peut se faire de plusieurs façons. Il y a l'antéchronologique qui, on va dire, est un peu le plus logique parce que ça met les projets les plus récents en avant. Donc, on se rend compte de ce sur quoi vous avez travaillé dernièrement et vraiment ce que vous avez en tête là à l'instant T. Mais ça peut être aussi par typologie, ça aussi sans problème, ou par phase, études, chantier, DCE, pourquoi pas. Après, là, c'est pareil, c'est à vous de juger aussi un peu la pertinence par rapport au poste sur lequel vous postulez, par rapport à l'agence auprès de laquelle vous envoyez cette candidature. Mais en tout cas, sachez qu'il y a plusieurs façons de faire et qu'il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, tant que les informations qui nous intéressent sont clairement lisibles et qu'on y arrive assez vite. Concernant justement ces informations à inclure, alors on va être un peu redondant avec le CV, mais c'est pas grave. J'en ai plein aussi qui me disent ça. Ah ouais, mais l'info elle est déjà sur le book. Alors ah ouais, mais l'info elle est déjà sur le CV. Oui, mais c'est 2 documents différents. On les ouvre pas forcément au même moment. On peut en lire un en premier et puis pas forcément l'autre tout de suite. Donc ces informations qui vous apparaissent comme redondantes, elles sont pertinentes, elles sont importantes sur les 2 documents. Nom d'agence, nom du projet, le programme, le lieu, les phases sur lesquelles vous avez travaillé, les missions que vous avez réalisées dessus,
préciser si c'était en collaboration, au sein d'une équipe, en autonomie, chef de projet, assistant, si vous avez pris en charge un sujet particulier. Des fois, quand on travaille sur des grandes tours, eh ben, vous pouvez être en charge du socle, par exemple. Il y en a d'autres qui vont être en charge des étages supérieurs de bureau. Voilà, c'est des petites infos. Vous n'êtes pas obligé de faire un pavé de texte. On évite les pavés de texte, mais c'est des petites infos que vous pouvez mettre très rapidement et qui nous permettent de cerner vraiment en quelques secondes, voilà, où était votre place sur ce projet, qu'est-ce que vous avez apporté, qu'est-ce que vous avez acquis. Évidemment, les maîtres d'ouvrage, les bureaux d'études, les entreprises et autres partenaires, eh ben, c'est hyper important aussi parce que le monde de l'archi est petit. Quand on sait que vous avez travaillé avec tel maître d'ouvrage ou tel bureau d'études, bah, ça peut être rassurant parce que peut-être que l'agence aussi a l'habitude de travailler avec ces maîtres d'ouvrage-là ou ces bureaux d'études. Donc, ils vont vous sentir en confiance. Enfin, voilà, ça peut être des points assez positifs, sans oublier les éléments quantitatifs. Surface, nombre de logements, montant de travaux, parce que l'échelle du projet, elle est hyper importante. Donc ça, il faut vraiment pas l'omettre du tout. Pareil, j'allais en revenir sur les projets confidentiels, mais bon, voilà, j'en ai déjà parlé, donc je vais passer ça. Après, sachez que les projets confidentiels, vous pouvez mettre de toute façon toutes ces informations sans mettre de pièces graphiques ou d'images. Et puis, vous pouvez aussi toujours expliquer sur la page de votre book que vous pourrez faire une présentation orale de ce projet parce que le sujet peut être très intéressant et à l'oral, vous avez tout à fait le droit de parler de certaines choses. Ce qu'il faut éviter, comme je vous le disais, c'est les pavés de texte qui ne seront jamais lus. Quand je vois que des fois, on a 3 colonnes de texte pour 3 petites images, bah non, en fait, on doit avoir 3 grosses images pour 10 lignes de texte. Donc là, il faut vraiment faire attention à la priorité des documents graphiques que vous allez mettre dans ce book. La candidature, ça doit motiver quelqu'un à vous recevoir. Donc, s'il faut qu'il passe 3 heures à lire le pourquoi du comment, vous avez pris telle partie ou vous avez inséré votre projet dans telle orientation, franchement, non. Ça n'intéressera pas à ce moment-là. Pardon. C'est l'entretien qui va être là pour expliquer tout ça. C'est quand vous serez en entretien que vous pourrez... si on vous le demande ou si vous sentez que c'est le bon moment, voilà, vous étalez un peu sur le concept du projet. Après, une courte description de 2-3 lignes, ça ne peut pas faire de mal, pourquoi pas. Mais si vous avez vraiment un point particulier à évoquer, vraiment un petit sujet qui est très particulier à ce projet, que vous voulez vraiment mettre en avant parce que vous vous dites si le lecteur lit ces infos, il va m'appeler tout de suite. Mais si c'est pour mettre des généralités, vraiment, c'est pas la peine. Il y a aussi, comme je vous le disais au début, vraiment attention à la qualité des images, à la résolution, pas de pixelisation, pas de flou. Franchement, les books qu'on reçoit qui sont flous, qui sont pixelisés, à chaque fois, on se dit, mais mince, le mec, il est archi, il fait des présentations toute l'année sur ses projets, pour ses rendus, pour ses concours et tout. Eh ben, il n'est pas fichu de nous faire un book avec une résolution correcte. Donc ça, vraiment, ça aussi, ça vous met du plomb dans l'aile, quoi. Clairement, ça ne va pas dans votre sens. Donc faites attention à ça avant d'envoyer votre candidature. Vous ne dites pas, oui, bon, tant pis, ça passera. Ça passera peut-être une fois ou deux, mais ça ne passera pas les 10 fois et c'est bien dommage parce que du coup, vous aurez peut-être moins de choix. Sur les documents, là, c'est pareil. Enfin, franchement, c'est pas vraiment une présentation de book, mais c'est juste pour vous rappeler un peu ce qu'on a envie de voir rapidement, quoi. Donc, le petit pavé en haut à gauche avec les informations, nom d'agence, maître d'ouvrage, etc. Ça, quand on le retrouve toujours au même endroit de façon assez lisible et claire, comme là, franchement, moi, je m'en plains pas. Hein. Et même les agences, c'est pareil, on trouve ça très bien. Après, le choix des documents que vous voyez là qui sont mis sur la page, libre à vous de voir, mais c'est pour vous montrer un exemple d'un plan, d'une axono, d'une perce. Enfin voilà, on peut largement varier les documents et on peut aussi mettre des documents perso.
vous avez des beaux croquis, des beaux dessins à main levée. Alors, si possible, toujours en rapport avec l'architecture, c'est quand même mieux. Si vous avez fait une vie entière de lundi soir en séance de nu au cours de dessin, moi je veux bien, mais voilà, c'est pas forcément le plus pertinent, même si on se dit, ah oui, il a un bon coup de crayon, mais enfin bon. Ce qui nous intéressera plus, c'est des croquis, de voyages, de bâtiments, de recherche d'idées, des choses comme ça. C'est ça qu'on a envie de voir aussi. C'est un peu votre côté créa, hein. Il est important aussi en agence. Il ne faut pas croire qu'on vous demande juste d'être un développeur de projet. Hein. Il y a le côté créa importe aussi beaucoup. Et puis les croquis et les dessins à main levée, c'est quand même quelque chose qu'on voit de moins en moins, mais c'est quelque chose qui attire toujours autant l'attention. Donc ça, n'hésitez pas. Si vous avez aussi à côté dessiné éventuellement des mobiliers, fait un peu de design, participer à des workshops avec un peu ou des chantiers participatifs ou autres sujets de ce genre qui montrent quand même une adaptabilité, une autonomie. Franchement, c'est pas mal. Hein. Vous pouvez faire 2-3 pages là-dessus. Ça reste vraiment très intéressant. Il faut vraiment privilégier la qualité plutôt que la quantité. Vaut mieux 10 pages avec une présentation nickel, des documents bien ciblés, que 50 pages de tout et de rien où on va se perdre là-dedans et au final, quand on aura fermé le book, on n'en saura toujours pas plus sur vous. Donc vraiment, faites attention à ça et faites attention à bien cibler. Je sais que c'est pénible de revenir sur son book 10 fois, d'avoir version 1, version 2, version 3, version bureau, version logement, version polyvalent, version architecture d'intérieur, architecture. C'est pénible à faire, ça prend du temps, mais ce sera un gros plus voilà, quand vous enverrez votre candidature. Donc, je vous invite vraiment à faire ce travail, même s'il est un peu long. Mais à notre avis, et pas qu'à notre avis, à l'avis des agences aussi, avoir une candidature qui est pile poil ciblée, franchement, il y a vraiment, vraiment rien de mieux. Donc, au niveau du book, je vous ai évoqué tout au début rapidement qu'on pouvait faire des annexes. Donc, oui, effectivement, on peut faire des annexes à un book. Parce qu'un book, ça peut devenir lourd, ça peut devenir long. Il y en a qui, des fois, ont beaucoup de mal aussi à trier un peu les expériences, ne savent pas trop qu'est-ce qui est mieux à mettre ou pas, sachant qu'on privilégie, oui, je ne l'ai pas dit, mais quand même, les projets qu'on a traités le plus globalement possible. S'il y a des beaux projets où vous êtes allé du concours jusqu'à livraison, jusqu'à la CT, le DCE, j'en sais rien, ça c'est intéressant de voir aussi l'évolution de vos documents sur un même projet. Ça reste quand même un point aussi assez positif. Du coup, je vous parlais des annexes. Parce que, par exemple, vous allez postuler sur un poste, vous sentez qu'il cherche un peu de polyvalence, mais par exemple, en même temps, un profil un peu technique, vous pouvez envoyer un book qui va vraiment représenter vos expériences dans les agences. Et dans la candidature, vous pouvez leur expliquer que sur demande, vous êtes capable d'envoyer une petite annexe, par exemple, qui va représenter toutes vos compétences techniques en DCE. Des extraits de carnet de détails, des choses comme ça. Ça peut se faire, il n'y a aucun problème. Faire aussi des mini-books, expliquer que là, vous avez fait un extrait de vos projets les plus pertinents, mais que s'ils le désirent, vous avez des annexes qui peuvent compléter ce book que vous pouvez envoyer sur demande. On en revient un peu à tous ces books un peu ciblés qui finalement deviennent les annexes des uns des autres. Mais ça, on a remarqué que ça marchait vraiment, vraiment plutôt pas mal. Donc, il ne faut pas hésiter à faire ça pour diminuer un peu la taille de vos books et être le plus pertinent possible. Après, vous pouvez aussi préparer des dossiers papier. Hein, je veux dire, il y en a qui ne vont pas forcément avoir tout en numérique parce que ça fait longtemps qu'ils travaillent, que peut-être certains dossiers ont été rendus à la main, que papier, enfin bref. C'est pas grave, vous les présenterez en entretien, il n'y a aucun souci là-dessus. Il faut juste que vos documents soient organisés pour qu'en entretien, il n'y ait pas de cafouille. Quoi. Que vous sachiez en tout cas clairement où aller chercher les infos, dans quel dossier, dans quel book. Là, c'est vraiment, vraiment important. Donc,
petit mot de la fin, en espérant quand même vous avoir bien aiguillé sur le CV et le book, même si on sait qu'en 1 heure, 1h20, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas faire de la consultation personnalisée. Donc là, c'est vraiment pour nous, pour essayer de vous guider dans votre démarche vis-à-vis de la candidature, que vous ayez voilà, en tout cas les bonnes pistes pour faire une bonne candidature. Gardez bien, vraiment bien en tête que c'est jamais figé, que ça se retravaille chaque mois, chaque trimestre, en fonction de votre expérience, du temps que vous passez sur un projet. Mais voilà, c'est vraiment, vraiment garder argumentation et stratégie, c'est vraiment les 2 mots-clés pour une bonne candidature. Donc, avant de passer aux questions-réponses, je voulais juste dire 2 mots parce que je ne sais pas si tout le monde est inscrit chez nous, si on vous a déjà tous eu au moins une fois en entretien au téléphone. Voilà, là, je ne peux pas regarder tous les noms, donc, pour ceux qui nous connaissent déjà, c'est des infos que vous avez déjà et que vous connaissez. Pour ceux qui arrivent un peu pour la première fois, qui viennent par le bouche à oreille, qui se posent des questions sur ce qu'on fait, notre webinaire, etc., n'hésitez pas à aller sur notre site. On a un site internet, archibat.com. N'hésitez pas à nous envoyer vos candidatures s'il y a des postes qui correspondent à votre profil. De toute façon, les postes sont publiés sur notre site, donc ça, il ne faut vraiment pas hésiter. Surtout, pensez bien à joindre CV et book. Beaucoup nous envoient que les CV et après on perd du temps parce qu'il faut vous demander des books et voilà. Donc n'hésitez pas à le faire. Et puis surtout suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux. La bonne parole, le bouche à oreille, ça nous aide aussi, ça vous aide aussi. Donc on est sur LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, voilà. Pour ceux qui nous connaissent déjà et puis qui sont contents de ce que l'on peut leur apporter, des posts qu'on leur a trouvés, etc., n'hésitez pas aussi à nous laisser des avis positifs sur notre page Google. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir que voilà, tout ce qu'on fait, c'est pas pour rien et que ça vous aide et que c'est toujours aussi pertinent de le faire. Je vais laisser Dominique voir avec nous les questions. Avant tout, pour ceux qui doivent partir, parce que je sais que c'est un peu long, que tout le monde ne peut pas rester jusqu'à la fin, je voudrais vous remercier déjà d'avoir été là. Le temps que vous avez pu suivre, un grand merci, vraiment. Il va y avoir un questionnaire de satisfaction qui sera, alors je ne sais pas si ce sera par lien, transmis par email, on verra. En tout cas, si vous pouviez prendre 3 petites minutes pour y répondre, nous le renvoyer, voilà, histoire qu'on puisse s'améliorer et être de plus en plus de bons conseils pour vous et que vous ayez toujours autant de plaisir à nous contacter et à passer par nous. Donc voilà, vraiment, merci à tous d'être là ce soir. Et puis maintenant, on va répondre aux questions. C'est parti. Alors voilà, pas mal de questions sont arrivées, beaucoup de questions. Alors on a répondu à un certain nombre directement par écrit. Donc là, on a fait une petite sélection des questions qui sont le plus souvent revenues. Alors dans la première question, doit-on faire un book quand on postule en maîtrise d'ouvrage ou en AMO? Eh oui. On ne se dispense pas de book. Après, il faut voir qu'en maîtrise d'ouvrage ou en AMO, alors c'est un peu fonction des structures. Il y a des structures, des plus petites structures où vous serez très polyvalent, où vous ferez aussi bien les études de capacité que éventuellement l'accompagnement de la maîtrise d'œuvre sur le développement des études, le DCE, voire même du chantier. Donc là, oui, il faut un petit book pour montrer un peu sa polyvalence. On n'a pas besoin d'entrer autant dans le détail que quand on postule dans une agence d'archi, mais il faut qu'ils puissent vraiment bien appréhender le type de projet que vous avez géré, l'échelle des projets et vraiment la qualité aussi matérielle des projets, c'est important. Pour les grosses structures de maîtrise d'ouvrage ou d'AMO, où là, souvent, c'est un peu cloisonné, il y a le responsable programme, il y a le responsable des études, le responsable commercial, le responsable chantier, etc. Et là, bien évidemment, je vais vous inviter à cibler le book en fonction du poste sur lequel vous postulez. Mais
toujours en restant sur des infos de projet sans forcément entrer vraiment dans le détail comme pour l'agence d'archi avec le dessin du détail d'étanchéité, quoi. Ça, ok, merci Laetitia. Alors, encore concernant le book, les projets doivent-ils être dans l'ordre de lecture du CV? Non, Voilà. pas du tout. Aucun. D'accord. Ce sont deux documents différents, on les lit de façon différente. Il n'y a pas de. Ok. L'accord écrit d'un ancien employeur est-il nécessaire pour mettre un projet dans un book? Tant qu'il n'est pas confidentiel, non. Souvent, quand vous signez un contrat, il y a une clause qui peut être mentionnée, qui est une clause de confidentialité sur les projets. Si vous avez signé cette clause, à vous de vous renseigner aussi, de savoir si c'est un projet vraiment confidentiel ou pas. Mais si ça ne l'est pas, non. Vous pouvez, Alors, le book, j'accélère. Ouais. Le book est-il à envoyer d'office à toute prise de contact ou sur demande du recruteur en deuxième phase? Non, le book, il a envoyé tout de suite avec le CV. Ça, c'est important. Vous allez perdre du temps et les recruteurs n'ont pas forcément le temps de vous renvoyer un mail pour vous demander votre book. Donc, ok. Alors, peut-on mettre une phrase d'accroche? Alors là, je passe au CV. Peut-on mettre une phrase d'accroche qui nous représente en haut du CV? Marie-Pierre, peut-être? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, un conseil quand même, faites-la peut-être relire ou valider par quelqu'un de professionnel ou de votre entourage pour être sûr, parce qu'on peut se laisser aller sur une phrase d'accroche comme ça. L'idée est très bonne, mais il ne faudrait pas que ça soit quelque chose de non professionnel, de trop. Bon, faites-la relire. Mais dans le principe, ça peut être très bien. Ok, alors au niveau du CV, si on sélectionne seulement certaines expériences, mais est-ce qu'on risque pas d'avoir des trous dans le CV? Mais bon. Alors, il ne s'agit pas non plus de faire un CV, effectivement, avec juste des expériences qui collent et tout le reste enlevé. Il s'agit quand même de toute façon de présenter un parcours dans son ensemble. Et après, quand on dit mettre en valeur, ça veut dire mettre plus de détails ou faire des paragraphes plus grands pour les expériences qui sont le plus proches du poste, et puis des paragraphes plus petits, plus courts pour les expériences qui n'ont pas vraiment de lien avec le poste visé. Mais il faut quand même qu'on puisse reconstituer votre parcours. Donc, ne faites pas de gros trous, non. Ok, merci. Doit-on préciser si les postes sont en CDI, CDD ou libéral? Non, ça n'a pas. Alors, mis à part peut-être l'aspect libéral que si vous avez fait beaucoup de projets en libéral, éventuellement, ça peut être mis dans une autre rubrique. Si en revanche, c'était du travail d'agence en tant que collaborateur libéral, ça se rapproche tellement d'un travail salarié que ça peut rester dans la structure normale. Quant au type de contrat, franchement, tout le monde s'en fiche. clairement. Alors, ça se voit en fonction. Il est sûr que si vous avez une multiplicité d'expériences de 3 ou 6 mois, on sait bien que c'est du CDD. Hein. Donc, ok. Comment on peut valoriser une expérience ou plusieurs expériences qui ont eu lieu à l'étranger? De la même façon. Dans le CV. Oui, écoutez, là, il y a eu plusieurs questions, effectivement. Quand c'est une expérience, qui est une ou deux expériences à l'étranger, elles vont se valoriser d'elles-mêmes. Ça dépend de leur intérêt, de toute façon, et de leur rapport au poste que vous visez, de toute façon. Après, il y avait une grosse question pour des gens qui ont travaillé essentiellement à l'étranger et quasiment pas en France. Là, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué, puisque on va toujours vouloir s'assurer quand même que vous avez connaissance, si vous postulez à un poste en France, vous avez connaissance du contexte français, un minimum réglementaire, d'usage, que vous avez aussi un titre de travail pour travailler en France. Donc, soit vous êtes de nationalité européenne, la question ne se pose pas, mais si vous êtes de nationalité hors CE, mettez bien que vous avez un titre de travail si vous l'avez. Si vous n'en avez pas, bon, là, de toute façon, c'est un petit peu compliqué. J'ai vu beaucoup de questions là-dessus.
Bon, voilà, sachez qu'en ce moment, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de concurrence des gens qui, eux, sont autorisés à travailler. Donc, Un CV de 2 pages est-il vraiment lu? oui, pourquoi pas. Voilà, Alors, un CV de 2 pages, pour quelqu'un de très confirmé, un CV de 2 pages, c'est la moyenne et c'est la bonne moyenne. Un CV d'une page peut marcher aussi. De 3, à la limite, ça dépend si vous avez vraiment eu un parcours complexe ou justement une alternance de poste en salarié, d'activité libérale, peut-être 3 pages. Mais franchement… 3, c'est vraiment le grand maximum. oui, c'est vraiment le grand maximum. Ah, oui. Et au-delà, non. C'est-à-dire qu'on risque de ne même pas lire la première page. Du coup, si on voit qu'il y a 8 pages, on ne va même pas regarder la page 1. Après, il y a la possibilité de faire un CV où effectivement on sélectionne les meilleures expériences et comme pour le book, vous faites une annexe exhaustive des projets. Et là, libre à l'employeur de l'ouvrir ou pas, d'aller y pêcher ou pas toutes les infos, quoi. Mais ça ne doit pas être le CV principal. Ça, c'est non. Oui. Alors, dernière question, parce que l'heure tourne. Est-ce qu'un book sur un site internet est désavantageux par rapport à un book PDF? Moi, je pense que oui, personnellement. Parce que le book PDF, on peut l'afficher comme on veut, on peut le partager beaucoup plus facilement, on peut l'imprimer si besoin est. Il ne faut pas oublier qu'il y a des très grosses agences qui ont des services RH, qui ont des codir, des copies, des machins, des trucs pas possibles. Et du coup, souvent, c'est l'assistante qui va trier les candidatures, qui va faire des dossiers, etc., qui après vont être présentés en réunion. Quand c'est des liens, c'est un peu compliqué et ça ne permet pas de le mettre dans un dossier qui va peut-être porter votre nom avec tous les documents que vous aurez transmis et que les associés ou X personnes qui s'occupent du recrutement dans l'agence pourra ouvrir quand il veut sur le serveur de l'agence. Donc, clairement, le PDF, pour moi, est à privilégier. Après, le book en ligne, bon, ça fonctionne, hein, mais je trouve que c'est moins pratique quand même. À la lecture, c'est moins pratique. Ok, voilà, on a fait le tour des questions. Merci pour toutes vos questions. Je te laisse conclure, Laetitia. Un grand merci, vraiment un grand merci à tous, un grand merci de votre attention, au plaisir de vous avoir par téléphone ou peut-être de nouveau vous rencontrer tout doucement, petit à petit, avec la levée, on espère, de toutes ces restrictions prochainement. On espère vraiment qu'on vous a été utile ce soir et donc vraiment n'hésitez pas à nous faire un retour. Voilà, remplissez le questionnaire de satisfaction, un petit mail pour nous dire ce que vous en avez pensé. Voilà, vraiment, là pour le coup, on est un peu comme vous aussi. On fait on se lance dans les webinaires, on trouve ça sympa de pouvoir partager avec vous notre savoir, donc on a vraiment envie d'avoir vos retours là-dessus. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. On ne va pas vous prendre trop de temps, les terrasses sont ouvertes, c'est l'heure de l'apéro, donc voilà, profitez bien. On espère à très bientôt avec de beaux CV et de beaux books dans nos boîtes mail. Merci à tous. Merci. À bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Et chin. Oui.